tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je voulais vous faire depuis extrêmement longtemps. C'est une vidéo qui a un petit peu mûri dans ma tête pendant pas mal de mois. Il était temps que je vous présente ces 5 livres dont je vous ai jamais parlé ou presque et que j'ai juste adoré. Le premier livre, il s'agit du Dieu dans l'ombre de Megan Lyndon, aka Robin Hobb, et vous pouvez le trouver au livre de poche. C'est un livre à lire avec un paquet de mouchoirs à côté, un livre dont je peux vous garantir que vous ne sortirez pas indemne. C'est un one-shot, ce qui est assez rare, entre guillemets, dans la bibliographie assez dense de Robin Hobb, mais c'est un livre que vous pouvez lire à part et je pense que ça peut être aussi une très bonne introduction en fait à la plume et à l'écriture de Robin Hobb sans forcément se lancer dans ces grandes sagas qui font 8 ou 9 tomes voire plus. Ce livre se passe en fait dans notre monde à nous. On suit Evelyn qui a 25 ans, qui est en Alaska, qui a un mari, qui a un petit garçon qu'elle adore, mais c'est une femme qui est vraiment en souffrance. Elle emménage un peu contre son gré chez sa belle famille et les choses se passent vraiment pas bien. C'est une femme qui va être un peu humiliée, voilà, je vous trace un petit peu le tableau, ça se passe vraiment pas bien. Et ce séjour va vraiment tourner dans un cauchemar vraiment absolu. Donc c'est un livre qui se passe dans notre monde à nous, mais qui a une petite touche de fantastique. Et dans ce contexte un peu turbulent, va ressurgir en fait une figure de son passé. Il se trouve que quand elle était jeune, elle avait rencontré un faune, qui n'est autre que Pan, hein, donc le faune, le satyre le plus connu de toute la mythologie grecque. Du moins, on pense que c'est lui. C'est pas forcément expliqué, mais on pense que c'est lui. Et le retour de ce faune, de cette créature dans sa vie, va complètement la chambouler. Ça va complètement retourner sa vie de fond en comble, sans dessus-dessous. C'est un livre qui est un livre coup de poing. C'est un livre dont je vous disais, on ne sort pas indemne. Moi, je l'ai lu, ce livre, et je ne sais pas si un jour je vais le relire, tout simplement parce qu'il était extrêmement intense en émotion, il était dur, il y a des moments où sincèrement j'aurais pleuré vraiment quoi. Et c'est en fait c'est un livre que je pourrais comparer presque un peu à l'impression que peut vous donner le Tombeau des Lucioles. C'est un film par exemple, un dessin animé que vous voyez et que vous savez que si vous le revoyez vous allez à chaque fois pleurer toutes les larmes de votre corps. Ce livre c'est un petit peu pareil. Mais c'est extrêmement bien écrit. Robin Hobb a une plume absolument délicieuse. Et c'est un livre qui va vous donner un coup de poing dans le ventre et vous n'allez pas vous en remettre. C'est un petit peu difficile à le dire comme ça, mais sincèrement c'est un très très beau livre et je pense que c'est un des meilleurs livres que Robin Hobb a écrit tout simplement. Je continue avec ce livre, donc ça c'est une intégrale, c'est un gros pavé écrit tout petit. Il s'agit de Valerio Evangelesti, Nicolas Emmerich, Inquisiteur. Ceci est le volume 1 qui contient les 5 premiers tomes de Nicolas Emmerich, Inquisiteur. Alors Nicolas Emmerich, Inquisiteur, je n'ai lu pour l'instant que le premier tome et ça avait été un coup de cœur fulgurant à l'époque. C'est un livre qui, je pense, va être extrêmement difficile pour moi à résumer, tout simplement parce que, en tout cas, le premier tome que j'ai lu, c'est un livre qui multiplie les strates de narration. Nous avons une strate qui se passe au Moyen-Âge, donc avec Nicolas Emmerich, Inquisiteur, qui est un inquisiteur de la Grande Inquisition, qui est un personnage qui a vraiment existé, et qui est un inquisiteur qui est extrêmement rigide, très pieux, voire un peu trop, et qui tout simplement poursuit les hérétiques, les sorcières, etc. Vraiment un personnage charmant. Et il va en fait enquêter dans une ville, je crois, je sais plus si c'est Grenade ou quelque chose comme ça, je sais plus, en fait sur un groupe de femmes qui apparemment ont des croyances plutôt païennes et qui font apparaître des déesses dans les nuages. Et à côté de ça, on a une autre strate de narration qui se passe de nos jours avec un jeune homme qui en fait est un scientifique qui vient de faire une grosse découverte scientifique qui pourrait complètement retourner le monde scientifique qu'on connaît maintenant et qui en fait se confronte à des murs et à des portes fermées de la part de ses confrères qui ne croient pas du tout dans sa nouvelle découverte. Et la troisième strate de narration, c'est carrément de la science-fiction puisqu'on est dans l'espace, des vaisseaux spatiaux qui justement utilisent la nouvelle technologie qui a été développée par ce deuxième personnage dont je vous parlais juste avant, et donc qui a permis tout simplement à l'homme d'aller dans l'espace. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tout ça, ces trois périodes temporaires différentes sont liées ensemble
Je ne vous dis que ça. Rien que ça, moi, ça m'avait vraiment beaucoup plu, quoi. Voilà, un mélange entre c'est pas vraiment de la fantasy, c'est du roman historique un peu fantastique, mélangé avec de la science-fiction, mélangé. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau quand je l'ai lu à l'époque. Et en plus, voilà, il vient de ressortir. Il vient de ressortir au livre de poche, donc autant vous dire qu'avant il était indisponible, il n'était plus du tout édité. Quand j'ai vu qu'il sortait en intégrale, donc au livre de poche, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. En tout cas, voilà, c'est une lecture aussi que je conseille pour son côté un peu mélange des genres. Et voilà, j'en ai gardé un extrêmement bon souvenir. Et pourtant, ça fait quoi, 10 ou 15 ans que je l'ai lu et j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Je vous parle ensuite d'un livre que je n'ai pas encore en ma possession, mais je compte bien l'acheter très très vite. Il s'agit de La Trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley. Alors Marion Zimmer Bradley, c'est une écrivaine, c'est une autrice de fantasy qu'on connaît beaucoup plus en fait pour sa saga arthurienne, Les Brumes d'Avalon, Les Dames du Lac, etc. Et j'ai découvert ce bouquin-là que j'ai lu quand j'avais 14-15 ans à la bibliothèque. C'est pour ça que je ne l'ai pas ici, puisque je l'ai lu à la bibliothèque et ça avait été un coup de cœur, mais monstrueux, et que je pense que je vais l'acheter très bientôt parce que je sens que j'ai besoin de le relire. Alors, Trahison des dieux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la guerre de Troie, mais pas la guerre de Troie telle qu'on a eu l'habitude de le voir, par exemple avec Troie, le film, etc., ou les péplums et tout. C'est en fait la guerre de Troie, mais vue du point de vue des Troyens, et non seulement des Troyens, mais de Cassandre. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que justement, on est du point de vue déjà des Troyens, c'est-à-dire des perdants, ce qui est assez rare. D'habitude, on est plutôt du point de vue des gagnants, comme voilà, on a l'habitude plutôt de voir le point de vue d'Ulysse, d'Agamemnon, d'Achille, etc. Et plus rarement du roi aîné, de Priam, de Cassandre, ou même par exemple de Paris et d'Hélène. Et voilà, ça j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, puisque voilà, d'habitude on a plutôt le point de vue des gagnants et rarement le point de vue de l'autre côté qui subissent et du coup qui ont une vue de cette guerre vraiment extrêmement différente, forcément. Et en plus, on a le point de vue de Cassandre, c'est-à-dire que Cassandre, c'est une jeune fille qui, dans la mythologie grecque, donc, a été maudite, en fait. Elle a la pauvre. Cassandre est connue dans la mythologie grecque, en fait, pour avoir subi comment dire, pas les assauts, mais disons que voilà, Apollon s'approchait et s'intéressait vraiment de très près à elle. Je me demande s'il l'aurait pas violée d'ailleurs, n'est-ce pas? Et comme elle s'est un petit peu plainte, hein, elle a été maudite. Et du coup, Cassandre, par malédiction, en fait, a le pouvoir de préséance, c'est-à-dire qu'elle arrive à voir en fait ce qui va arriver, mais personne ne la croit. Donc elle a la malédiction du fait que voilà, personne ne va croire ce qu'elle va dire. Elle va prophétiser, elle va annoncer à tout le monde l'arrivée des Athéniens et l'arrivée donc des Grecs, et personne ne va vouloir la croire. Donc c'est une histoire qui mélange comme ça un peu de personnages féminins et de féminisme quelque part, avec un point de vue des perdants, un point de vue des assiégés, et voilà, pour moi c'était vraiment complètement nouveau, puisque voilà, la guerre de Troie je connaissais plutôt l'autre côté, et je me souviens d'ailleurs du fait que Achille notamment est décrit comme un connard avec un grand C, et un personnage qui est absolument détestable, arrogant et vraiment une pure saloperie, quoi. Et c'était la première fois que je voyais ça, et rien que d'y penser, j'ai trop envie de me relire ce livre, puisque, voilà, comme je vous disais, c'était vraiment un coup de cœur intégral. Je vais continuer cette liste de livres dont j'ai jamais parlé, ou presque, avec cette trilogie de Mercedes Laquais. Donc c'est la trilogie Les Serments et l'Honneur. Donc vous avez le tome 1, Les Sœurs de Sang, le tome 2, Les Parjures, et le tome 3, Par le fer. Mais je préfère largement, en fait, même si les couvertures sont vachement chouettes, je préfère les couvertures anglaises. Donc nous avons The Oathbound, The Oathbreaker et Oathblood. Alors ces livres-là de Mercedes Laquais, il n'y a que 3 tomes, donc vous pouvez facilement les trouver. Ils sont ressortis chez Milady, bande de vénards, puisque moi, quand je l'ai lu à l'époque, je les avais empruntés à la bibliothèque. C'est là où j'ai fait mes plus grandes découvertes d'ailleurs de fantasy. Tout simplement, c'était une vieille édition. Ces livres-là n'étaient plus réédités, ces éditions n'étaient plus du tout trouvables. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté la version anglaise, puisque c'était la seule version de ces livres que j'avais trouvée. Et il se trouve que Milady, entre-temps, merci Milady,
vous avez ressorti donc ces livres-là chez Milady, donc en poche. Donc ces livres-là, qu'est-ce que c'est? On suit un groupe de 2 femmes, donc Tarma et Ketri. Tarma est une jeune femme, on va dire indigène, qui a subi en fait l'attaque de sa tribu par des malandrins, je crois que c'était des brigands ou des mercenaires, quelque chose comme ça, qui ont tué tout le monde, qui l'ont violée, enfin voilà, tout ça. Et elle s'est jurée de les retrouver et de se venger, tout simplement, et elle va s'allier à cette autre femme, Ketri, qui est une magicienne, elle, donc c'est du pur sword and sorcery, et donc Ketri est une magicienne qui a fait un très mauvais mariage, son mariage était, je me demande si elle n'était pas battue d'ailleurs dans son mariage, et elle s'est extirpée en fait de son mariage, et elle s'est retrouvée, je sais plus comment, enfin aussi que je les relise, elle s'est retrouvée donc en possession d'une arme, en fait d'une épée, qui est vouée à la défense des femmes opprimées, et elles vont s'allier toutes les deux justement par ces points communs. Ce sont des femmes qui ont souffert dans leur vie, qui décident en fait de mettre leur service en tant que mercenaires pour aider d'autres femmes. Donc c'est sur ce point de départ assez féministe que j'ai découvert ces Sœurs de sang et les parjures, et j'ai tout simplement adoré les personnages, voilà, l'ambiance, l'univers qui est pure sword and sorcery avec 2 femmes en protagonistes principaux, et c'était vraiment un pied à lire. J'ai pas encore lu le tome 3, mais je pense qu'il faudra que je me relise le tome 1, tome 2 et que j'enchaîne avec le tome 3, donc j'ai encore plein de trucs à lire. Mais voilà, ce sont 2 bouquins, si ça vous intéresse, la fantasy et la fantasy féministe, je vous conseille de tout cœur ces 3 bouquins. Et je finis cette série de livres avec, non pas un livre, cette fois-ci pas un roman, mais une saga de BD. Il s'agit de Black Sad. Alors Black Sad, vous pouvez les trouver en magasin, en bibliothèque, ou vous pouvez les trouver à la bibliothèque, à mon avis ils les ont. Cette saga a même reçu, je crois, un prix à Angoulême. Il y a 5 tomes qui sont sortis, ils sont tous là. 5 tomes qui, je pense, en 10 ou 15 ans, je crois. Donc voilà, c'est des tomes qui sont assez rares, on va dire, mais cette BD là, les enfants, cette BD, c'est juste une pure merveille, une pure beauté visuelle, un truc vraiment, franchement je vous conseille de les lire, c'est un truc de fou quoi. Et il faut savoir aussi qu'il y a les 2 hors série, on va dire, les 2 making of, donc l'histoire des aquarelles 1 et 2, pour suivre un petit peu le travail absolument extraordinaire de Guarnido, qui donc est l'auteur, enfin le dessinateur de Black Sad, qui fait des planches juste à tomber par terre. En Black Sad, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous le disais, c'est une saga de BD, vous n'avez que 5 tomes, vous pouvez les trouver à bibliothèque, vous pouvez les acheter, franchement ce n'est pas de l'argent perdu. Et on se trouve dans un univers en fait d'animaux humanisés, donc vous avez, voilà, Black Sad est un homme à tête de chat en fait. Donc vous avez tous les animaux comme ça, et donc on est dans un univers qui se rapproche des États-Unis, je pense que c'est de l'avant-guerre, quelque chose comme ça, enfin des années 30, voilà, donc on est complètement dans l'ambiance film noir, etc. Et donc Black Sad, je crois que c'est John Black Sad, est un détective privé qui enquête, notamment dans le premier tome, sur la mort d'une femme qu'il connaissait, qu'il avait aimée. On est totalement dans le genre du film noir des années 30, avec, comme je vous disais, un détective privé. Dans chaque tome, on a une thématique différente. On a Hollywood, on a un tome qui tourne autour du racisme par exemple, on a un tome qui tourne autour de la menace nucléaire, et, enfin c'est vraiment thématique à chaque fois. On a un tome qui tourne autour du jazz à Nouvelle-Orléans, et ce sont des BD qui non seulement dans le fond sont extrêmement intéressantes, c'est très fouillé, c'est vraiment super agréable à suivre, et au niveau de la forme, mon dieu, c'est riche à crever quoi. Je sais pas si vous verrez la qualité des planches, la qualité des dessins, c'est hyper expressif. Les décors sont somptueux. Je sais pas si voilà, quand vous voyez l'intérieur,
c'est vraiment de toute beauté quoi. Les animaux qui sont choisis pour illustrer certains types de personnages sont toujours extrêmement bien choisis. Comme je vous le disais, c'est extrêmement bien dessiné. Donc les bouquins sont de Guarnido et de Diaz Canales, donc deux artistes, un auteur et un dessinateur espagnol. Et notamment Guarnido a travaillé chez Disney et ça se sent puisqu'il a une expressivité dans le dessin qui est tout bonnement magique. Donc Black Sad, c'est vraiment une série de BD que je conseille vraiment à tout le monde, que vous aimiez les BD ou pas, que vous aimiez le genre du policier et le genre du film noir, ce genre-là, que vous l'aimiez ou pas, c'est vraiment... Je pense que c'est typiquement la BD qui pourrait plaire à tout le monde. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que je vous aurai peut-être donné des idées pour de prochaines lectures. N'hésitez pas à les emprunter à la bibliothèque, c'est vraiment, je pense là, que vous pourrez éventuellement les trouver si votre bibliothèque est bien fournie. Vous avez de la chance puisque la plupart maintenant sont assez facilement trouvables. Les Black Sad, vous pouvez les trouver un peu partout. Les Mercedes Laquais, je pense qu'il faudra quand même les chercher parce que même s'ils ont été réédités, je sais pas s'ils sont continuellement réédités, si vous voyez ce que je veux dire. Nicolas Emmerich vient de ressortir tout juste au livre de poche, donc foncez. Voilà quoi, en tout cas ce sont des livres que j'ai complètement adorés et je me demande pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Mais voilà, ça y est, c'est chose réparée. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente semaine, un excellent week-end, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!